Bonjour à vous tous, même si grâce à l'éclairage, je ne vous vois absolument pas. Je traiterai le sujet en 7 thèmes et pour chacun des thèmes, j'ai quelques petits points. Le premier thème, c'est la liquidité. Et là, je vais vous citer une phrase qui m'a énormément marqué, qui a été prononcée vers le 20 novembre 2008, c'est-à-dire il y a 9 ans quasiment jour pour jour, où j'avais organisé à HEC à la demande des étudiants une conférence avec 2 directeurs financiers de sociétés cotées pour qu'on nous explique les difficultés qu'ils traversaient. La phrase est la suivante. Je ne sais pas comment je pourrais trouver les fonds nécessaires au paiement des salaires de novembre. Je vous rappelle, on était le 20 novembre. Le paiement des salaires de novembre des collaborateurs du groupe. Thierry Moulonguet, directeur financier de Renault-Nissan. J'étais assis à l'époque à votre place et je suis resté assis. Sinon, je serais tombé de ma chaise. Comment un directeur financier d'un groupe aussi important que Renault-Nissan pouvait, à 10 jours près, ne pas savoir comment il allait trouver les fonds pour payer les salaires? Ce qui montrait tout le problème. Et deuxièmement, comment quelqu'un d'aussi professionnel que lui pouvait dire à 210 étudiants du MBA d'HEC, c'est quand même pas un petit groupe, cette information qui ne pouvait que faire chuter le cours de bourse. Alors comme tous les cours chutaient, on n'était plus à une chute près. Bon, cet exemple, il n'est pas limité, un certain nombre d'entre vous l'ont vécu dans leur entreprise. La liquidité qui était supposée être là partout en permanence, ce qui était d'ailleurs le fondement de la fair full value de l'IASB, a montré à ce moment-là son vrai caractère, c'est-à-dire qu'elle est cyclique et volatile. Et ça, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, parce que dans le futur, ça va continuer. Alors comment vous avez traité ce défi? Vous avez traité ce défi de 2 façons différentes. La première, c'est que vous avez accru significativement la part des liquidités moyennes dans le bilan des entreprises. En Europe, on est passé, quand on regarde la liquidité par rapport au total du bilan, on est passé entre 2008 et l'an dernier de 2,5% à 3,5%, donc plus 1%, autrement dit plus 40%. Aux États-Unis, c'est un peu plus élevé, mais c'est la même évolution qui s'est faite, puisqu'on est passé de 4,5 à 5,5. Dans le reste du monde, on est passé de 3,5 à 4,5. Il n'y a que les Japonais qui ont fait plus, ils sont passés de 4,5 à 6,5. Puis la deuxième façon, c'est que vous avez diversifié massivement les sources de financement, et ça je vais parvenir là-dessus. Le développement fabuleux de la facturage, passé de 120 à 270 millions d'euros d'encours, Total et Sanofi qui font de la facturage de nos jours, les Mikado, l'EuroPP, enfin tout ça, vous l'avez d'ailleurs dans ces journées. Bon. Mon troisième point au sein de mon premier thème, c'est que évidemment cette diversification des sources de financement, elle va se poursuivre, c'est votre intérêt, c'est l'intérêt de vos entreprises, d'autant que la technologie et la réglementation s'y adaptent pour faciliter cette évolution. Alors ne rêvez pas trop avec les ICAO, si vous avez lu la lettre Vernimen qu'on vous a envoyée en avance, on est extrêmement sceptique sur la pérennité de ce mode de financement. Bien. En retournant à des choses que vous connaissez plus, on pourrait imaginer que la blockchain et l'accélération des délais de paiement dans les entreprises pourrait réduire le montant de liquidité que vous devez garder à l'actif du bilan. Cela dit, quand on regarde aux États-Unis où le rôle du marché est inverse de celui de l'Europe dans le financement des entreprises, on se rend compte qu'aux États-Unis, comme je le rappelais tout à l'heure, on est à 5,5%. Donc je ne pense pas, peut-être que la technologie permettra de réduire la part du cash, mais au même moment, le développement des opérations de marché fait que vous avez besoin de lignes de backup, et que les meilleures lignes de backup, c'est parfois du cash qu'on a à l'actif. Donc je ne pense pas que de ce côté-là, vous ayez, dans les années à venir, une grande marge de réduction de l'effort que vous avez fait. D'un certain côté, ce n'est pas dramatique, parce qu'en termes de valorisation, cette fois-ci, donc je suis en train de quitter mon thème de la liquidité, mais en termes de valorisation, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de nos jours, on valorise plus tellement les sociétés sur la base d'un PER, comme vous le savez, mais plutôt sur la base d'un multiple de l'EBE ou sur la base d'un multiple d'un résultat d'exploitation. Et donc pour passer de la valeur de l'actif économique à la valeur des capitaux propres, on ajoute la dette, on retranche la dette nette ou on ajoute le cash net. Donc que vous ayez du cash ou pas, ça n'a pas d'impact pour cela. Et c'est bon que vous gardiez du cash parce que c'est mon petit dernier point, mon quatrième petit point de mon premier thème. Il est évident que la liquidité abondante qui existe aujourd'hui, elle aura disparu, elle sera fortement réduite dans les années à venir. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas de mauvaises habitudes. Jusqu'à présent, vous êtes très très bien débrouillés. Globalement, continuez comme ça. Mon deuxième thème, c'est la recherche académique. La recherche académique, et là j'aurai 3 points. Dans le monde, il y a entre 4000 et 5000 professeurs de finance qui font de la recherche. Ils enseignent très peu, ils font beaucoup de recherche. C'est de la recherche fondamentale.
Si vous avez des enfants qui sont rentrés dans une école de commerce et qui vous ont présenté la note, vous avez dû tomber de votre chaise, eh ben, la raison de la note, c'est les chercheurs, ça coûte cher. Et comme ils enseignent peu, il en faut beaucoup par ailleurs. Et puis, comme toute activité de recherche fondamentale, la productivité est relativement faible. Cela dit, ils font des choses. Alors, les principales avancées depuis 2005, j'en ai listé 3 principales. Peut-être que vous avez le souvenir, il y a 20 ans, 30 ans, où on a pu vous enseigner dans certaines écoles que si je m'endettais, je pouvais réduire mon coût du capital, c'est-à-dire le coût global des fonds auquel a accès l'entreprise, parce qu'il y a un avantage fiscal à la dette qui n'existe pas pour les dividendes, puisque la dette, dans la plupart des pays du monde, est déductible, et donc ça réduit les impôts à payer lorsque l'on s'endette. Bon. Depuis 2005, on a prouvé, on avait l'intuition avant, mais on l'a prouvé par des travaux que ceci est faux. Autrement dit, que si la dette a un avantage fiscal qui est indéniable, en contrepartie, quand on s'endette plus, à un moment donné, avant même de faire faillite, on commence à avoir des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si j'étais le RH de chez Altis, je pense que j'aurais du mal à faire venir des talents vu ce qui se passe sur Altis aujourd'hui, même si Altis est une société qui est très très loin d'avoir des difficultés de trésorerie. Donc la recherche académique a montré que la valeur de l'économie d'impôt liée à la dette et puis la valeur des problèmes qu'on a quand on a trop de dettes, même si on n'est pas encore proche du dépôt de bilan, grosso modo c'est la même chose. Et donc franchement, l'idée qu'on puisse, en s'endettant, optimiser la valeur d'une entreprise ou baisser son coût du capital, c'est une idée qui ne tient plus la route de nos jours. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Deuxièmement, un travail qui me paraît extrêmement intéressant, qui a été fait par Laurent Frézard, qui est un Suisse. Il a démontré que les sociétés qui avaient à un moment donné un afflux de cash, par exemple parce qu'ils avaient vendu une filiale ou parce que je sais pas, l'État leur remboursait une taxe indûment payée quelque temps avant, sans en reprendre par ailleurs la même somme. Mais il a démontré que les sociétés qui avaient un afflux de cash à un moment donné, dans les années suivantes, elles accroissaient leur part de marché par rapport aux concurrents dans leur secteur, et elles croissaient plus vite. Autrement dit, il y a un avantage stratégique à avoir du cash. Je vais l'illustrer dans un instant, dans un deuxième exemple. Le troisième élément en matière de recherche fondamentale dont je ne vous aurais pas parlé il y a 10 ans, c'est la finance comportementale. Alors vous savez qu'on a attribué le prix Nobel d'économie à Richard Thaler, qui est un professeur à Chicago qui, dès le début des années 80, a travaillé sur ce sujet-là. La finance comportementale, qu'est-ce qu'elle fait ? Fondamentalement, elle va s'intéresser à tout ce que la théorie des marchés à l'équilibre ou des marchés parfaits est incapable d'expliquer. Et il y a plein de choses qu'elle est incapable d'expliquer, cette théorie. Et donc, lui s'est intéressé aux problèmes, aux anomalies, à ce qui est pas... En fait, tout ce qui est lié au comportement humain de vous et de moi, parce que la finance, c'est quand même des hommes et des femmes, même s'il y a des machines, il y a quand même des hommes essentiellement dedans. Par exemple, en tant que trésorier, vous avez besoin de liquidité, vous allez vendre des parts de PCVM. Statistiquement, la probabilité que vous vendiez des parts de PCVM sur lesquelles vous êtes en gain est beaucoup plus forte que celle de vendre des parts de PCVM sur lesquelles vous êtes en perte. C'est humain. Oui, moi aussi, quand j'ai fait une plus-value, oui, je vends pour acter ma plus-value, je suis bon, je suis meilleur que le marché, j'ai fait une plus-value. Et puis, je ne vais pas vendre celles qui sont en moins-value, parce que j'ai raison, c'est le marché qui a tort. Il va voir, dans quelques temps, le marché va s'aligner sur ma position. Donc ça, c'est la finance comportementale. C'est plutôt centré sur la finance de marché et assez peu sur la finance d'entreprise. Cela dit, il vous amusera peut-être de savoir qu'aux États-Unis, les directeurs financiers qui ont traversé la crise de 29 sont des gens qui ont une moindre appétence à la dette que les autres. Par contre, si vous avez été dans les Marines aux États-Unis, alors là, vous avez de fortes chances d'aimer beaucoup la dette. Donc en regardant le background du directeur financier, on peut deviner à l'avance quels vont être ses choix ou son biais quand il en a. Si j'ai la chance d'être invité dans 10 ans pour les journées de la FTE de 2027, je vous parlerai probablement des travaux autour de l'influence des covenants sur les politiques réelles, économiques, industrielles des entreprises, qui est le thème à la mode aujourd'hui, mais il faut savoir que la recherche, c'est un travail de très très longue haleine, et entre une idée et le moment où le travail est publié, souvent il s'écoule entre 5 et 7 points. Après la recherche, mon troisième sujet, c'est le coût du capital. Le coût du capital, je vous rappelle que c'est le coût global des fonds qui sont mis à la disposition de l'entreprise par les deux grandes catégories de pourvoyeurs de fonds que sont d'un côté les actionnaires et de l'autre les prêteurs.
Alors, je vous ai parlé de cette conférence que j'avais organisée à HEC vers le 20 novembre 2008, tout à l'heure, en parlant de Thierry Moulonguel, directeur financier de Renault. Il y avait un deuxième directeur financier que j'ai fait venir, qui était Jean-Jacques Guyoni, qui est toujours d'ailleurs le directeur financier de LVMH. Et donc, on lui pose la question, mais pour vous, comment ça se passe, quoi ? Comment ça se passe, vers le 20 novembre 2008 ? Bon, il bafouille, en Europe, on fait un peu moins de ventes, oui, c'est vrai. En Asie, le rythme de croissance de nos ventes continue. Là, il n'y a pas de sujet, voilà, il n'y a pas de sujet. Il ne voulait surtout pas nous parler de ce qu'il était en train de faire. Ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il était en train de ramasser des actions Hermès. Et là, ça illustre le premier point que je voulais développer sur le coût du capital, c'est qu'on est passé sur les 15 dernières années d'une idée fausse, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut optimiser sa structure financière, maximiser la valeur de l'action, réduire son coût du capital en ayant le bon niveau de dette, et puis voilà, je fais du rachat d'actions pour accroître la part des dettes dans le financement de l'entreprise. Lui, en fait, il illustre la préoccupation de vos patrons, les directeurs financiers ou la vôtre, qui est la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité de faire face à tout moment à des opportunités positives, un tel concurrent est mis en vente, ou négatives, il y a une crise quelque part et on sonne le tocsin. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus d'enjeux, me semble-t-il, et je crois que c'est une idée maintenant largement partagée, grâce à la crise, et merci à la crise, à chercher à être toujours flexible et à garder des marges de manœuvre pour faire face à des chocs, que de chercher, je dirais un peu bêtement, à optimiser son coût du capital et à se mettre trop de dettes sur le dos et le jour J, être un peu paralysé de fait de cette trop de dettes. Je vous rappelle que sur Hermès, LVMH a gagné entre 4 et 5 milliards d'euros de gains. Et donc la flexibilité, c'est pas inutile. Sur le coût du capital, mon deuxième point, après cet exemple d'LVMH et d'Hermès, c'est que si vous doutez des travaux académiques, ce qui est votre droit, on sait bien que partout dans le monde, les taux d'impôt ont baissé. On était à 38% pour les grands groupes français, on s'achemine vers 2022 à 25%. Au Royaume-Uni, on est passé de 30 à 19%. Aux États-Unis, on est à 35%, on nous annonce 15, 20, bon, à voir. Par ailleurs, la faiblesse des taux d'intérêt fait que la valeur de l'économie d'impôt liée à des frais financiers, les frais financiers étant devenus très faibles, c'est douteux. Et puis enfin, vous savez bien, on l'a vécu en France, mais c'est aussi vrai en Allemagne, et ça pourrait devenir vrai aux États-Unis, que la déductibilité fiscale des frais financiers est de plus en plus plafonnée, contestée. Sur le coût du capital, la troisième idée que je vais vous développer, c'est que ce qui me semble le problème d'aujourd'hui dans les trimestres à venir, c'est le problème qu'on a appelé de la réticence, la persistance rétinienne. J'imagine que si la régie avait la gentillesse d'éteindre les lumières, ce que je ne lui demande pas, je verrais encore des lumières pendant quelques instants dans mes yeux. Sur le coût du capital, c'est un peu ça. Et je vais vous raconter, j'ai assisté à une conférence en juin dernier par un grand patron du CAC 40, d'un grand groupe de consommation, de biens de consommation, qui nous disait que lui, il avait un coût du capital à 7,5. Quand on regarde son rapport annuel chiffre le coût du capital à 6,9. Et quand on fait les calculs, de vous à moi, on est de l'ordre de grandeur de 5 à 6%. C'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt, vous le savez, qui sont très faibles, et on a une prime de risque qui baisse sur le marché action. Donc la mécanique, elle est inévitable. On a une baisse du coût du capital. On a une baisse du coût du capital, mais quand on regarde ce que font les entreprises à gauche et à droite, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de réticence à baisser dans les calculs qu'elles utilisent pour faire des choix d'investissement, par exemple, leur coût du capital. Alors, on peut comprendre cette réticence, mais elle n'est pas sans danger. Cette réticence, elle peut être comprise parce que tout manager se dit, à un niveau élevé, si je donne comme consigne de baisser mon coût du capital, je vais peut-être avoir des petits gars qui vont me baisser mes flux, mes prévisions sur un projet d'investissement et qui vont être moins exigeants envers eux-mêmes. Bon, c'est possible. Et puis après, les taux, ça baisse, ça monte. Si les taux remontent beaucoup, j'aurais peut-être payé trop cher et je devrais passer des dépréciations de goodwill. Et donc, ça ne fait jamais bien dans le paysage, pense-t-il. Oui, mais à côté de ça, on risque de rater des opportunités. Rater des opportunités, vous le voyez, vous le savez, le monde change, il change autour de la digitalisation et il change autour de la prise de conscience
des entreprises et des individus sur les problèmes de transition écologique. Et vous avez des groupes qui n'hésitent pas à payer ce qui paraît des prix très élevés, des entreprises dont on voit bien qu'elles ont un potentiel qui s'inscrit totalement dans cette nouvelle lignée. Par exemple, le compte nickel pour BNP Paribas ou Danone avec WhiteWave. Quatrième thème que je voudrais développer avec vous, c'est l'économie. L'économie, et je le ferai en 2 points. Le premier point, je le ferai rapidement parce que c'est évident, c'est la poursuite de l'émergence des pays émergents. En 1990, c'était 35% du PIB. En 2010, c'était la moitié, enfin 50%. En 2020, dans 3 ans, on sera à 60%. Je vous rappelle qu'il y a plus de milliardaires chinois que de milliardaires américains. 596 versus 537. Et puis je vous rappelle aussi que le nombre de supercalculateurs chinois est supérieur à celui qui existe aux États-Unis et que le plus puissant d'entre eux est en Chine. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention sur l'économie, c'est la modification dans la nature des groupes dans les pays développés qui est frappante. Là, j'ai été regarder aux États-Unis la capitalisation boursière des 5 premiers groupes américains cotés en bourse hors les financières. Là, vous avez les chiffres de 2008. Puis maintenant, je vais vous mettre les chiffres de 2017, juste à côté. Vous voyez, en 2017, c'est le GAFAM. Dans les 5 premiers, il n'y en avait qu'un seul qui était là 9 ans avant, Microsoft. ExxonMobil, aujourd'hui, n'est plus que 7e. General Electric, il y a encore quelques jours, quand j'ai préparé ces éléments, et aujourd'hui c'est encore moins bien naturellement, il était 11e. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que la multiplication est par 3. Quand on regarde maintenant en France, vous avez la même chose en France. Des capitalisations boursières en 2008. Et puis maintenant, en 2017. Donc nous aussi, ça a changé. Nous aussi, ça a changé. C'est LVMH qui est le premier maintenant. Le deuxième, c'est Total qui était déjà là, Sanofi qui était déjà là, L'Oréal qui est arrivé et Hermès qui est là. Je vous rappelle, j'ai éliminé les entreprises financières, donc BNP Paribas et AXA ne sont pas ici. Donc on pourrait dire, si on voulait caricaturer, que le luxe a remplacé l'industrie lourde aux premières loges chez nous. Ce qui a quand même des conséquences. Ce qui a des conséquences, ces entreprises-là, aujourd'hui, font des investissements nettement moins lourds que ne le faisaient leurs concurrents du temps jadis. Les plus grosses entreprises, quand vous regardez leur bilan, la taille de l'actif économique aujourd'hui est 37% inférieure à ce qu'elle était il y a 10 ans. Alors ce n'est pas les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes types d'investissements. Donc, c'est des besoins de financement qui sont réduits aussi. D'autant que ces groupes-là génèrent par eux-mêmes des cash flows importants, donc ils n'ont pas besoin de faire des appels extrêmement importants à l'extérieur. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'en 2008, quand vous regardiez la composition en France, il n'y avait qu'un seul groupe qui avait une dette nette négative, ou un cash net positif. Tous les autres étaient endettés. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, dans ceux-là, il n'y a que Total qui a une dette nette significative. Donc ce n'est pas quelque chose qui va pousser de ce côté-là, en tout cas des entreprises, à la hausse des taux d'intérêt. Mon 5e point, c'est sur le système... pardon, je suis allé trop vite. Mon 5e point, mon 5e thème, c'est sur le système financier. Et là, j'ai 4 points. Le premier point, c'est que vous le vivez tous les jours. On a des banques qui sont moins rentables aujourd'hui, mais nettement plus solvables et nettement moins risquées. Je vous rappelle qu'en 2007, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, qui n'est quand même pas considérée comme une petite quantité, a autorisé RBS, Royal Bank of Scotland, à acheter ABN AMRO avec des capitaux propres durs de 2% des actifs moyens pondérés. 2% en 2007. Aujourd'hui, vous le savez, le consensus, je ne parle même pas des réglementations, je parle du consensus de marché, on est autour de 12%. Peut-être demain 13, peut-être 14. Donc ce qui est clair, c'est que ça a été la façon qui a été trouvée de résoudre le problème perçu par le caractère systémique des banques.
Quand vous avez 12 de capitaux propres dans un bilan, ça veut dire qu'il faut que tous vos actifs baissent de 12% avant que vous ayez un vrai problème de solvabilité. Et de toute façon, il y a des mécanismes qui font qu'on ne va pas attendre que les capitaux propres, que les actifs baissent de 12%. Au niveau prudentiel, on va intervenir bien avant. Je pense que c'est probablement le moyen le plus efficace qu'on ait pu trouver pour s'assurer que la prochaine crise, les banques n'aient pas besoin d'être enflouées par vous et moi, par les citoyens. Sur ce point-là, je ne suis pas capable de prédire quand aura lieu la prochaine crise, mais il est naïf de croire qu'il n'y en aura pas. Enfin, le mode de régulation normal du capitalisme, c'est la crise. Ça fait 200 ans que c'est comme ça, et ça ne va pas changer. Ce que je trouve, je ne vais pas faire de prédiction sur la prochaine crise, mais ce que je trouve plutôt rassurant, c'est qu'il y a régulièrement des gourous qui nous annoncent une prochaine crise bientôt. Ce qui est bon signe, parce que quand il y a une crise, en général, personne ne l'annonce. Donc, voilà. Cela dit, je ne saurais trop vous encourager à mettre en œuvre l'évangile de Saint Matthieu de dimanche dernier, en tout cas à le mettre en œuvre dans votre profession. Et je vous le rappelle, c'est « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Il ne s'agit pas du jour et de l'heure du retour du Christ, comme dans l'évangile de Saint Matthieu, mais du jour et de l'heure d'une prochaine crise. Il y en aura nécessairement, et donc vous devez être aguerris. Je dois dire que, je ne suis pas là pour vous féliciter, mais vous avez été soumis à des fortes tentations. Je me rappelle l'an dernier, au mois de mars 2016, que plusieurs banques sur la place vous proposaient de placer en livres sterling à 3 mois à 1%, là où l'euro, ça vous rapportait du 0,01%. Et que quand on voit les comptes des sociétés, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aient succombé à la tentation. Tant mieux, parce qu'en mars 2016, 3 mois après, on tombe après le 23 juin 2016. Et donc, ceux qui n'avaient pas de dette en livres sterling et qui ont placé en livres sterling, ils ont perdu d'un seul coup 13%. 13% pour gagner 0,99%. Je préfère être à ma place qu'à la leur lorsqu'ils ont dû annoncer ça à leur patron. Le deuxième point sur les marchés financiers, c'est quand même le développement des marchés financiers comme réponse à la crise. Et là, ça manque pas de sel. La crise est arrivée par les marchés financiers aux États-Unis, et la crise s'est répandue par les marchés financiers, par tout ce qui est titrisation, comme vous le savez. Et c'est par les marchés financiers qu'aujourd'hui on trouve la solution. Je vous rappelle qu'en Europe, les concours bancaires sont passés de 4 700 milliards d'euros en 2008 à l'an dernier 4 300 milliards d'euros. Donc il manque 400 milliards d'euros. Et on sait où on les a trouvés par les marchés. Mon troisième sous-point dans ce thème, c'est les taux d'intérêt négatifs. Les taux d'intérêt négatifs, pour le professeur que je suis, qui pendant des années a expliqué à ses étudiants que c'était impossible d'avoir des taux d'intérêt négatifs, parce que sinon, si on avait des taux d'intérêt négatifs, on ne serait jamais sorti des cavernes, c'est quand même une sacrée claque. Alors pour vous aussi, mais vous ne vous enseignez pas, donc c'est moins gênant. Donc c'est quand même, on est devenu d'une impossibilité théorique. Alors une apparition fugitive, d'abord vous en rappelez à l'automne 2008, où on a eu ça pendant quelques jours en Allemagne et aux États-Unis, sur le 3 mois, et puis il y a une installation longue et massive, quoi. Enfin, les taux de dépôt à la BCE à moins 0,4, c'est quand même bon. Donc ça ne va pas durer, on le sait bien, donc savourez ce moment, parce que dans 20 ans, vous pourrez dire à vos petits-enfants, j'y étais, et quand ils vous demanderont, mais grand-papa ou grand-maman, qu'est-ce que c'était ? Le dernier thème sur les marchés, enfin sur ce sujet-là, les marchés financiers, c'est que je pense, là je fais un pari, qu'on va assister dans les années qui viennent, alors je ne peux pas vous le chiffrer à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, mais moi il me paraît quand même très probable qu'en Europe on va revenir à de la concentration bancaire. On va revenir à la concentration bancaire en Europe pour plusieurs raisons. La première, c'est que 85 milliards d'euros, c'est beaucoup à l'échelle de la France. 85 milliards d'euros, c'est la capitalisation boursière de BNP Paribas. 90 milliards d'euros, c'est beaucoup à l'échelle de l'Espagne. 90 milliards d'euros, c'est la capitalisation boursière de Santander. Mais au niveau européen, maintenant où se situe le régulateur, c'est pas tant que ça. Parce qu'aux États-Unis, JP Morgan, Wells Fargo et Bank of America,
ils sont tous aux environs de 250 milliards de dollars. Et en Chine, les 4 premiers sont entre 150 et 225 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc je pense qu'on va avoir ce qu'on a vu dans les années 90 dans l'industrie. C'est que les années 90, si vous vous en rappelez, dans l'industrie, c'est quand même des années où il n'y avait pas beaucoup de croissance, où on avait encore des taux réels assez importants, et donc les boîtes qui s'étaient beaucoup désendettées dans les années 80 ont ramé pour baisser le point mort, réduire les coûts, parce qu'il y avait une pression concurrentielle très forte. Puis on a commencé à faire des rachats d'actions dans les années 90. Mais quand vous êtes pendant 10 ans à ce régime de faible croissance, de chaque année on réduit les coûts un petit peu et tout, au bout d'un moment, ça devient fatigant, quoi. Et quand la seule alternative qu'on vous propose, c'est de faire du rachat d'actions, c'est pas très exaltant. Je pense que vous ne voulez pas tous les matins en disant « Chic, aujourd'hui je vais faire du rachat d'actions pour faire plaisir à mes actionnaires », quoi. Je pense que dans la banque, ça fait 10 ans ou 9 ans qu'ils souffrent. Je pense que ce n'est pas fini. Et donc je pense qu'à un moment, ils vont trouver que dans la croissance externe, ça permet d'accélérer les réductions de coûts. Puis gérer des intégrations, c'est plus malin que de gérer des réductions de coûts, internes en tout cas. Et puis peut-être pour lutter contre les GAFAM, avoir une taille plus importante, c'est pas idiot. Donc je pense que dans 10 ans, le paysage bancaire européen aura substantiellement changé. 6e et avant-dernier point, la technologie. Alors je vais tout de suite être clair, c'est pas mon fort, ni celui de mon co-auteur, la technologie. Ce qui nous frappe, nous, c'est 3 choses. La première, on voit bien l'automatisation des tâches qui réduit les coûts. C'est-à-dire que quasiment tout le forex est traité à la machine. J'ai un jeune fils qui voulait être trader sur le marché d'échange, à 12 ans, parce qu'il savait que son père travaillait à BNP Paribas, il imaginait que tout le monde était trader sur le marché d'échange à BNP Paribas. Alors je lui ai expliqué que Pierre, non, ou alors tu deviens une machine, mais... Alors, la facturage, y a quand même pas mal de plateformes. On m'a dit qu'Orange réfléchissait à traiter les news CP aussi comme ça. Bon, et puis ça m'étonnerait franchement qu'il se passe beaucoup de temps avant que les investisseurs souscrivent des obligations sur des plateformes informatiques en squeezant les banques qui font les placements d'obligations, en tout cas pour les obligations investment grade. Deuxième point, c'est la dématérialisation qui fait qu'il y a nettement beaucoup moins de papier, ça change votre vie, mais... votre vie, elle dépend aussi quand même beaucoup de l'efficacité des systèmes qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus à risque. La panne d'OVH la semaine dernière, c'est quand même un sujet pour un certain nombre, je ne sais pas de grands groupes, mais en tout cas d'ETI que je connais, oui. Et puis de plus en plus coûteux, que coûte aujourd'hui l'installation d'un ERP chez un grand industriel. Et puis le dernier point, c'est les fintechs. Alors les fintechs, quand on y réfléchit, la finance, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en relation de différents acteurs fondés sur la confiance. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc par les réseaux sociaux, les fintechs se développent. Et puis je dirais que le meilleur exemple ou la meilleure illustration de ceci, c'est que cette année, le stand de la FTE, il est au milieu de l'espace réservé aux fintechs. Donc je pense que c'est très illustratif. 7e et dernier point avant ma conclusion, thème, les talents. Les talents. Premier point, j'enseigne à HEC depuis 1986, et j'ai vu plusieurs crises et j'ai vu comment les étudiants ont réagi, l'attractivité de la finance. En 2000, ils ont mis beaucoup de temps avant de comprendre. En 2007, ils ont tout à fait compris. Et donc on a une chute des effectifs des étudiants qui s'intéressent à la finance à partir de 2008, qui était extrêmement nette, en tout cas des étudiants français. Je vais y revenir dans un instant. Au profit de l'entrepreneuriat et au profit de la stratégie. Ça a été compensé, non seulement dans l'école où j'enseigne, mais dans d'autres écoles, par un afflux d'étudiants étrangers. Et ça, on peut remercier le Financial Times, qui, en se mettant à classer les programmes de finance en un an dans le monde entier, même si c'est essentiellement centré sur l'Europe, enfin de cartes centré sur l'Europe, ça a créé un afflux d'étudiants étrangers sur les campus français grâce à l'excellence des programmes de finance qui y sont dispensés. Et dans le dernier classement du FT, sur les 10 premiers groupes, vous avez 5 écoles françaises, dont les 4 premières. Et donc ça attire des étudiants du monde entier. Et pour mon école, HEC, si vous cherchez un jeune Allemand qui a été exposé à la culture française,
ou même que peut exposer la culture française, il faut venir le chercher à Juan-Josas. Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de business school digne de ce nom, et eux, ils viennent à Juan-Josas. Dans les effectifs, on a 100, enfin aujourd'hui, tout programme confondu, on a 44% d'étudiants étrangers et 56% de Français. On a 111 Allemands, on a 90 Italiens, on a 85 Américains du Nord, on a 84 Espagnols, on a bien sûr 201 Chinois et 120 Indiens. Ça, je dois vous dire aussi qu'on les limite un peu parce qu'on en aurait 3000 ou 4000 sans difficulté. Mais donc, c'est pas besoin d'aller loin pour chercher des talents dont vous pouvez avoir besoin qui ne soient pas français pour d'autres filiales. Le troisième sous-point, là je m'éloigne un peu de mon corps de compétences, mais pendant un certain nombre d'années chez BNP Paribas, j'ai été manager, c'est quand même, vous êtes souvent pas seul, et vous managez une équipe plus ou moins grande. Moi, je suis frappé par le fait qu'il y a des sondages régulièrement qui sont faits sur les gens, puis à la machine café, j'entends des choses, ou en escalier, je vois. Seuls 13% des employés se sentent motivés, engagés à faire ce qu'ils font. Imaginez si on pouvait passer à 26%, ce que ça ferait sur la productivité. Je ne parle pas de 52%. Donc là, il y a un vrai sujet, et il y a un vrai sujet spécialement pour la génération des millennials, les jeunes qui ont aujourd'hui moins de 30 ans ou dans la trentaine. Alors, si vous avez des enfants de cet âge, vous le savez, quoi. Ils ne cherchent pas un travail, ils cherchent une mission. Ils ne cherchent pas un patron, ils cherchent un mentor. Ils veulent avoir un impact, qui ait du sens dans ce qu'ils font. Ils sont impatients. Enfin, c'est la génération des réseaux sociaux, de l'immédiateté. Je ne suis pas un gourou de management. Mais franchement, je pense que cette génération-là, elle ne va pas disparaître. C'est la génération qui va nous succéder, donc c'est nous qui allons disparaître avant eux. Et donc, si on ne veut pas nourrir les 87% de gars qui, au sein d'une boîte, se sentent pas motivés, quoi, et qui a inévitablement des conséquences sur le travail qui est fait, il y a un travail à faire au sein de l'entreprise pour s'adapter, probablement, pour changer la façon dont on gère ces gars. Et si on ne le fait pas, on risque d'avoir des problèmes à attirer des talents, quoi. 23% des élèves d'HEC ont créé une start-up, vont créer une start-up, vont travailler dans une start-up. Mais je vous dis HEC parce que je connais bien cette école, mais à l'ESSEC c'est pareil, à Polytechnique c'est pareil. Donc il y a un sujet autour de ça. Je pense que mettre l'accent sur le travail en réseau, donner la chance aux talents individuels, c'est quand même mieux que le contrôle et la hiérarchie. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de contrôle et ni de hiérarchie, mais c'est une piste de réflexion. Je pense qu'on a un très bon exemple dans le monde politique depuis un an, quand on regarde le président Macron, le président Trump et le Premier ministre May, mais l'autorité future des chefs actuels, ça ne va plus être lié à la position hiérarchique. Ça va être la capacité de mobiliser, de faire consensus et de donner du sens, aussi en entreprise. Alors eux, ils devront apprendre à être un peu plus patients, parce que c'est sûr que 5 ans après l'entrée en entreprise, devenir CEO, c'est un peu rapide quand même. Même Emmanuel Macron a dû attendre 39 ans. Dernier point sur les talents, quelque chose qui m'a énormément frappé, c'est le digital en éducation. Moi, je ne suis pas un geek, mais quand il y a des nouveautés, j'ai envie de tester parce que l'efficacité, la productivité n'est pas un sujet négligeable. Et pour un prof, je pense qu'un prof doit être productif, avoir une productivité. Il ne doit pas être comme le coiffeur, c'est l'archétype du gars qui met toujours 30 minutes pour faire une coupe de cheveux. Bon, le digital, je vais vous montrer une photo qui m'a beaucoup marqué, qui est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est peut-être un peu sombre. C'est une photo qui a été prise, si vous regardez un petit peu, il y a des voitures sur une route, si vous regardez un peu la route, c'est la latérite. Puis si vous regardez derrière, c'est plus ou moins les bidonvilles. C'était une photo qui a été prise à Douala il y a à peu près un an. À Douala, par le centre-ville, voilà, c'est de la latérite. Et puis si vous regardez sur le devant, vous avez quelqu'un que vous ne voyez pas, qui est en fait en train de se former dans les embouteillages. Il y a de nombreux embouteillages là-bas, il n'y a pas de ligne de métro, il n'y a pas de bus. Enfin, voilà. Il se forme avec son téléphone portable, avec des vidéos que j'ai réalisées dans un programme que j'ai lancé avec HEC il y a 3 ans,
qui a formé un certain nombre d'entre vous, qui a formé un certain nombre de vos collaborateurs, qui a formé 2200 personnes en 3 ans, dont 35% en Afrique noire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la prochaine fois que vous conduisez, vous devez écouter mes vidéos de cours. Non, c'est pas ça que je vous dis. Là, j'espère qu'ils sont en embouteillage réellement. Enfin, ils m'ont promis que c'était un embouteillage. Hein, ils écoutaient quand on roulait, mais que quand là, ils regardaient après. Bon. Le digital, c'est quand même un moyen d'être infiniment plus efficace qu'un cours présentiel. C'est infiniment plus efficace parce que vous le suivez quand vous voulez, où vous voulez. Il y a un point que vous ne comprenez pas, vous faites pause, marche arrière. Il y a très peu de gens qui, dans une salle de cours, lèvent la main pour poser une question quand un prof a mal expliqué. Très, très peu. Là, vous le faites. Vous faites une recherche sur Internet si vous voulez, etc. C'est beaucoup plus efficace. Par contre, c'est un message que je vous fais passer, c'est que les entreprises, moi, c'est pas nouveau, là on aurait des gens de start-up, de fintech qui nous le diraient aussi, les groupes sont extrêmement lents à adopter ce type de techniques de formation, de partage, de reformation, y compris pour des gens qui ont quitté l'école il y a 20 ou 30 ans. Et la plupart des gens de ce programme sont en fait des gens qui arrivent par eux-mêmes, qui payent par eux-mêmes, ce qui montre leur motivation personnelle, éventuellement le refacturer à l'entreprise quand ils le peuvent, mais pas toujours. 2200 personnes en 3 ans, et ça continue. Conclusion, je vais développer 2 points, non pas pour conclure en resynthétisant, non, vous êtes parfaitement capable de le faire. Il y a 2 points que je voudrais illustrer. Le premier point, c'est l'activisme actionnarial. L'activisme actionnarial en France n'a pas très bonne presse. L'activisme actionnarial, c'est une réponse à un problème auquel on n'avait pas de solution jusqu'à présent. L'OPA, l'offre publique d'achat, ça fonctionne bien comme un moyen de discipline pour des sociétés cotées en bourse qui sont sous-performantes dès lors qu'elles sont de taille pas trop grosse et dès lors qu'elles ne sont pas contrôlées. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'elle va être le prochain Nobel financier, enfin le prochain prof de finance qui va recevoir le prix Nobel d'économie. Ça, je fais le pari, ça va être Michael Jensen qui a théorisé là-dessus, sur le rôle de l'OPA comme une façon de contrôler les entreprises. Ça marche assez bien sur les entreprises qui ne sont pas très performantes, style ABN AMRO ou Club Med, qui se sont prises naturellement une OPA avec un changement de stratégie significatif. Mais c'est impossible pour les groupes qui sont contrôlés. Aller faire une OPA sur LVMH ou la famille Arnaud de facto à 48%, ou qui sont trop gros. Aller faire une OPA sur, je sais pas, Alphabet, 100 milliards de dollars, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, bon, donc l'activisme actionnarial, c'est la façon qui a été trouvée par empirisme pour secouer le cocotier des groupes cotés, mais contrôlés. Casino, par exemple, chez nous, ou trop gros pour faire l'objet d'une OPA. Chez Nestlé, vous savez qu'il y a un gars qui fait l'activisme, qui a pris 1% du capital de Nestlé, qui secoue le cocotier. Bon. Mon sentiment, c'est que ça plaise ou non, c'est que ça va continuer à se développer en Europe, que ça va se développer parce qu'en fait, quand on regarde les réflexions autour de comment je me défends contre un actionnaire activiste, en fait, la défense, c'est de faire ce qu'il préconise. Parfois, il y a des préconisations qui sont stupides. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont la science infuse et qu'ils sont très bons, partout systématiquement. Non. Mais il vaut mieux prendre les devants et avoir cédé une division qu'on n'arrive pas à redresser. Par exemple, Body Shop chez L'Oréal, même L'Oréal peut faire des bêtises. Ils pensaient qu'avec Body Shop, ils arriveraient, ils ne sont pas arrivés, ils ont revendu. D'ailleurs, ils ont tout le temps bien revendu. Et c'est très bien qu'ils aient fait ceci. Le deuxième point qui me tient beaucoup à cœur, c'est les connaissances en économie des Français. Bon, seuls 30% des Français répondent correctement à 3 questions de base sur le risque, l'inflation et le taux d'intérêt. Ces 3 questions sont les suivantes. Si je plage à 2% par an, combien j'ai dans 5 ans? La deuxième question, c'est si l'inflation est à 2% et que je passe à 1%, est-ce que j'aurai plus à consommer dans 2 ans qu'aujourd'hui? Et la dernière question, c'est est-ce qu'une action est plus ou moins risquée qu'un portefeuille d'actions? 30% des Français répondent bien à ces 3 questions. Donc ça veut dire que 70% ne répondent pas bien. On peut se consoler en disant que les Russes, c'est à 4%. Les Allemands sont en 53% et les Suisses à 50%. Je vous rappelle, en 1880, dans les cours élémentaires, partout en France, on enseignait les intérêts composés. Voilà, quoi. J'ai été vérifié auprès de mon dernier garçon.
en première, et en première S. Non. Mais c'est quand même un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, non, pas tellement les intérêts composés, mais les compétences en économie. Et après, quand on a Mme Le Pen, plus M. Mélenchon, plus M. Poutou, plus M. Asselineau et Mme Marteau qui font 44% des voix, c'est quand même un sujet, quoi. Donc, éduquez vos enfants sur ce point-là, parce que ce n'est pas l'éducation nationale qui, pour l'instant, aide beaucoup. Cela dit, comme on part de très bas, ça peut que s'améliorer. Et j'en vois deux bons augures. C'est que le premier, c'est qu'on a un ministre de l'Éducation qui est quand même l'ancien patron de l'ESSEC, et qu'on a un président de la République qui a travaillé en entreprise. Ce qui, mine de rien, c'est quand même le premier depuis 1974, Georges Pompidou étant son prédécesseur. Donc voilà ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. Je suis un petit peu en avance, ça tombe bien, c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc je suis prêt à répondre à des questions, si vous avez des questions. Merci. Bonjour, donc Benjamin Forestier, professeur invité à HEC et à l'ESSEC. Donc, je constate aussi une baisse d'attractivité de la part des étudiants, notamment pour travailler en banque d'affaires ou au private equity. Est-ce que vous savez si justement les banques ou les fonds ont tendance à remettre en question leur organisation pour essayer de continuer à attirer des talents, ou est-ce que ça reste encore statique, hein? Oui, il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau des stagiaires, où c'était vraiment de l'esclavage, à un niveau d'intensité de travail qui, vous le savez, a conduit des gars au décès, à Londres chez Bank of America. Donc depuis quelques années, de ce point de vue-là, ça a été massivement corrigé, parce que la publicité qui a été faite est quand même pas très positive, c'est un euphémisme. Et il y a un couvre-feu à 22 heures. Alors vous allez dire, mais 22 heures, oui, d'accord, mais enfin, en banque d'affaires, en fusion-acquisition, il faut aller vite, il faut éviter les fuites, donc on se concentre, etc. Il y a aussi un peu du mythe, si vous voulez, hein, ça fait partie du mythe. Donc de ce point de vue-là, ça a été fait. Mais c'est quand même des horaires importants, et ça explique la baisse d'attractivité, quoi. Enfin, donc, bon, d'un autre côté, il y a moins aussi de demandes. Donc s'il y a moins d'offres du côté des étudiants, les banques, globalement l'environnement investment banking a quand même été nettement moins recruteur qu'avant. Donc il y a encore des gars qui sont férus, ils ont raison, parce que je ne renie pas 23 ans de fusion-acquisition, c'est un très très beau métier pour pratiquer la finance d'entreprise. Donc le fait qu'il y ait moins de demandes de la part des banques les exonère un peu de corriger le mode de travail au-delà des aspects les plus choquants que j'évoquais sur les stagiaires. Je voudrais revenir sur le document que vous avez montré sur les capitalisations boursières et la différence de nature des groupes qui composaient les 5 premières capitalisations boursières. Il y a un autre truc qui est frappant dans ces chiffres. Alors vous avez montré les États-Unis et la France. Dans le cas des États-Unis, vous avez signalé que ça a été multiplié par 3, si j'ai bonne mémoire. Oui. Dans le cas de la France, c'est 10 ou 20% de plus. Oui. Alors, je ne sais pas si l'exemple français est le seul qui montre une croissance aussi faible, mais est-ce que vous avez une explication sur cette différence très importante de valorisation globale? Bien sûr. Alors, je ne vais pas dire regarder les autres. Je pense que si on avait regardé que les entreprises industrielles traditionnelles, Exxon, General Electric et puis 3 autres que je n'ai pas été prendre dans mon classement, on n'aurait pas une évolution très dissimilaire de celle qu'on voit en France. Mais on voit bien que les GAFAM, voilà, ça prend tout, quoi. Ça prend tout. Vous voyez, dans les dépenses publicitaires, on sait aujourd'hui que Facebook et puis Google, c'est 73% des dépenses publicitaires, quoi. Donc, voilà, on absorbe tout. Donc, voilà, vous avez la réponse à votre question. J'ai une autre question, un petit peu différente. Vous nous avez rappelé que les rentabilités bancaires, les retours sur le capitaux des banques étaient sensiblement à la baisse, notamment du fait des évolutions réglementaires et des exigences de fonds propres. Alors il faut peut-être rappeler qu'on était dans les années folles des années 90-2000 avec des objectifs de 25% de retour sur l'équité dans les banques qui ont probablement contribué pour une large part à une partie de la crise, parce que c'était complètement irréaliste de penser
maintenir de telles rentabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les banques nous parlent de 10% d'objectifs, ça vous paraît raisonnable, alors que ça me paraît encore assez supérieur à ce que le reste de l'industrie génère? Ben, c'est une bonne nouvelle pour les fintechs. Au-delà de la boutade, je crois qu'un certain nombre d'entre elles sont plus très loin des 10%, même en Europe, si vous voulez. Aux États-Unis, elles y sont toutes, sauf Citi. Et c'est à peu près leur coût du capital. Mais leur coût du capital est plus élevé que dans l'industrie, puisque dans l'industrie, on fait ce calcul chaque année dans le Vernimen, on prend les 600 premiers groupes européens cotés, on enlève les banques et les compagnies d'assurance, et on regarde le coût du capital. Et on est, en juin dernier, on était à 7,2, quelque chose comme ça, 7,2% de coût du capital. Mais les banques ont un niveau de volatilité plus élevé, en termes techniques, un bêta plus élevé. Et donc, il est logique qu'elles aient un coût du capital plus élevé parce qu'elles sont plus risquées que... Voilà, quoi. Je vous rappelle que la Société Générale est tombée de 140 € à 14 € au moment de la crise et BNP Paribas de 95 à 20, quoi, là où L'Oréal n'a baissé que de 30 ou 40%. Donc elles ont un coût du capital plus élevé parce qu'elles ont un risque plus élevé que l'industrie que vous avez probablement en tête. Alors, j'ai une question sur l'appli. Est-ce que la finance participative peut être l'avenir du financement ? Alors, je ferai distinction. Enfin, je traiterai d'abord la finance participative par action. Puis après par dette. Par action, je pense que les gens qui souscrivent à des chez WeSeed, etc., ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Et qui vont s'en rendre compte maintenant parce qu'on va avoir un historique de 5-7 ans, ils vont se rendre compte que le taux de rentabilité qu'ils ont en investissant dans des startups est extrêmement faible, voire négatif. Et donc ça ne va pas être durablement une source de financement significative, ou alors pour des petites startups, si vous voulez. Je ne le crois pas, et je pense que le travail qui est fait par les plateformes est un travail de suivi des participations qui est extrêmement léger. Et le travail de sélection est extrêmement léger. Ensuite, au niveau du financement, je dirais par dette, j'aurais pas le même avis. Cela dit, quand on regarde il faut un petit peu de temps pour avoir des statistiques, mais j'ai pas l'impression que les taux pour les investisseurs soient nécessairement en relation avec le risque qu'ils prennent. Mais il y a un côté sympathique, c'est que je participe au financement d'une jeune entreprise ou d'une entreprise que je connais, etc. Et donc ça peut permettre à des investisseurs de se dire, je le fais parce qu'il n'y a pas que la vie dans la finance. Il n'y a pas que la finance dans la vie. Pardon. Et est-ce que ça se développera pour permettre de financer plus que 1 million d'euros ou 2 millions d'euros? J'ai un peu des doutes, mais bon, le temps nous le dira. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Jean-Claude Caffardo, MUFG. J'ai une toute petite question pour le Brexit. Je voudrais savoir si vous pensez que ça puisse avoir, dans les années qui viennent, un impact sur la finance d'entreprise et quels sont les risques éventuellement contre lesquels les entreprises devraient se prémunir face à la modification sur les finances. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Le Brexit, en fait. Je n'ai pas compris la première partie de votre question, monsieur. Je voulais savoir si, en gros, si c'était vous pensez un épiphénomène ou si ça allait avoir un impact sur le financement des entreprises et si les entreprises devaient se prémunir contre certains risques vis-à-vis du Brexit. Ah, le Brexit. Ouais, je suis quand même stupéfait de voir la légèreté des politiciens britanniques. Ensuite, moi, c'est pas tellement les entreprises pour lesquelles je m'inquiète, c'est les Britanniques. J'en dirai pas plus parce que je suis pas plus compétent que ça. Donc, je préfère passer mon tour ou sortir mon joker.